1er septembre 1939. Hitler lance l'offensive de l'armée allemande, la Wehrmacht, en Pologne. 3000 blindés et 1500 avions soutiennent 1,5 million de soldats. Les blindés sont légers et peu puissants. Mais cette campagne de Pologne offre à l'Allemagne nazie une victoire étonnamment rapide. En moins d'un mois, le pays est envahi, puis totalement écrasé. Une guerre éclair que la Wehrmacht doit à sa supériorité tactique face à une armée polonaise mal équipée et désorganisée. Et en partie à une nouvelle substance au pouvoir insoupçonné, contrôlant tous les facteurs humains indispensables à la réussite d'une guerre, la pervitine. Une méthamphétamine mise au point quelques mois auparavant par un laboratoire allemand que prennent les soldats pour améliorer leur performance physique. La pervitine était considérée comme une pilule miracle. Ça donne un sentiment de toute puissance. La pervitine est un outil militaire. La pervitine a-t-elle réellement aidé la Wehrmacht dans sa conquête du monde? Adolf Hitler et les cadres du Reich en consommaient-ils? Quelle aurait été l'issue des batailles de Pologne et de France sans pervitine? Cette molécule, aux archives longtemps tenues secrètes, était-elle un élément clé de la domination nazie? Fascinant. Un rapport fascinant. Nous avons retrouvé en Allemagne, en France et aux États-Unis des centaines de dossiers déclassifiés, dont le dossier médical personnel d'Adolf Hitler. Nous avons enquêté sur la réalité de la pervitine, l'un des secrets les mieux gardés de l'Allemagne nazie. Berlin, octobre 1937. Le laboratoire allemand Temmler-Werke dépose le brevet d'une nouvelle molécule après 10 ans de recherche. C'est une méthamphétamine dont on étudie les effets en laboratoire depuis 1919 et dont Temmler voulait améliorer la formule pour en faire une sorte de pilule du bonheur, améliorant le quotidien des Allemands. Les civils sont la cible de ce médicament, mais absolument pas l'armée allemande. Ça donne un sentiment de toute puissance. D'abord sur soi-même et de très haute estime de soi. Temmler a réussi une prouesse, produire une forme facilement absorbable et ultra puissante de méthamphétamine, en quantité démentielle et à bas prix. Son nom, la pervitine. À l'époque, il ne faut pas 10 ans pour mettre un médicament sur le marché, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça va relativement vite. On se préoccupe des effets secondaires après, à l'usage en quelque sorte. La production débute, et moins d'un an plus tard, en 1938, les premiers tubes et ampoules de pervitine débarquent en vente libre dans les pharmacies allemandes pour booster le moral et supprimer la fatigue. Ce n'était pas cher du tout. Les comprimés s'achetaient aussi facilement que de l'aspirine aujourd'hui. La vente était libre, on s'en procurait sans ordonnance. L'Allemagne est alors une grande puissance. Hitler est au pouvoir depuis 5 ans et vient de prendre le commandement de la Wehrmacht. La société allemande est sous pression. Tous les réfractaires au travail sont emprisonnés par la Gestapo à la demande de Heinrich Himmler. On voit des ouvriers, des contremaîtres qui travaillent dur, qui travaillent 10, 12 heures par jour pendant 5 jours, parfois 6 jours par semaine, parce que le Reich est en train de développer son industrie d'armement à toute vitesse. La pervitine est une bouffée d'oxygène. Temmler accompagne sa commercialisation d'une véritable campagne marketing. La société Temmler était connue pour son marketing à l'américaine dans les années 20 et 30. Ils avaient les meilleurs créatifs pour leur campagne. Ils ont fait une campagne publicitaire assez géniale. Et en quelques mois, toute la population allemande connaissait la pervitine. Et ce médicament en vente libre devient très vite un best-seller. Un chocolatier berlinois décide même de commercialiser des pralinés fourrés aux extraits de pervitine pour réguler l'humeur. La dose de pervitine qui se trouve dans les fameuses pralines est de 18 mg, c'est-à-dire l'équivalent de 6 comprimés de pervitine. Ce qui est absolument considérable. On comprend que certaines ménagères aient réuni leurs amis pour en prendre gaiement ensemble. J'imagine que ça doit avoir un effet absolument euphorisant. La pervitine cartonne. Mais à ce stade, les laboratoires Temmler ignorent encore que ce nouveau produit s'apprête à écrire l'histoire.
La société civile n'est pas la seule à s'intéresser à la pervitine, car le comprimé arrive jusqu'à l'Académie de médecine militaire. En particulier sur le bureau d'un certain Otto Friedrich Ranke, le directeur de l'Institut de physiologie. C'est Otto Ranke qui se rend compte que là, on a quelque chose d'un peu curieux qui se décrit comme un psychostimulant qui semble abolir la fatigue, qui semble favoriser de façon étonnante la concentration et qui semble augmenter les performances d'une façon générale, sans apparemment au début d'effets secondaires. Au début. Ranke a lu les rapports sur ce médicament et il en est convaincu. La pervitine a tout d'une pilule miracle pour l'armée allemande qui s'apprête à entrer en guerre. Alors en quelques jours, il monte une expérience inédite dans le plus grand secret pour tester les effets de la pervitine sur des militaires. Il en compare l'efficacité avec celle de la caféine et d'autres drogues, en demandant aux jeunes soldats de résoudre des problèmes mathématiques pendant 36 heures d'affilée sans dormir. Il a donné différentes quantités de ces substances. Il observait ensuite combien de temps les sujets restaient éveillés et s'ils avaient la capacité à poursuivre la résolution des problèmes le lendemain. Pendant ce temps, le médicament continue sa percée commerciale et Temmler l'exporte en France. La pervitine était considérée comme une pilule miracle par la Wehrmacht, par la société civile et par les pays ennemis. À Paris, sous le soleil de ce mois d'août 1939, les comprimés de pervitine débarquent dans un pays prêt à déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais seule la société civile en consommera pour décompresser. Le gouvernement français vient de prévenir Adolf Hitler. La France défendra la Pologne en cas d'agression. Alors que le Führer prépare déjà une attaque imminente contre Varsovie, l'Académie de médecine militaire de Berlin peine à croire les résultats de l'expérience menée quelques jours plus tôt par Otto Ranke sur les jeunes soldats. Ils sont pourtant sans appel. Ils ont constaté que le groupe qui présentait systématiquement les meilleurs résultats pendant ces nuits de test était le groupe sous pervitine. Pour un même prix, 4 comprimés de pervitine sont aussi efficaces qu'un sac de café. Elle permet de rester éveillé et n'affecte pas les fonctions intellectuelles. Otto Ranke veut mener d'autres tests sur les étudiants, car des effets secondaires apparaissent. L'histoire l'en empêchera. Le 1er septembre, l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne. Ranke donne alors des instructions confidentielles aux médecins militaires. Je vous conseille, pour lutter contre la fatigue des chauffeurs des chaînes logistiques en Pologne, de leur donner ce médicament nouveau et de me rapporter les effets en termes de vigilance. Malgré le manque de recul, Otto Ranke veut valider les effets de la pervitine sur le terrain avec de petits groupes de soldats. Il ne peut rêver mieux, car c'est une expérience grandeur nature qui s'offre à lui. Pologne, septembre 1939. Les unités allemandes gonflées à bloc percent les défenses polonaises en quelques jours et avancent vers Varsovie. Le 28 septembre, bombardée et assiégée de toutes parts, la ville se rend aux mains de la Wehrmacht. Dans son édition du 25 septembre, le Time Magazine décrit une guerre de pénétration à grande vitesse et de destruction. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. L'armée allemande surprend par sa puissance. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les autres nations et les observateurs étaient surpris de voir à quel point la Wehrmacht avançait si rapidement. En comparant cela aux quantités de pervitine commandées par la Wehrmacht au début de la guerre, on constate qu'elle l'utilisait surtout pour les opérations de mouvement rapide des troupes. Ce qu'ignore le journaliste du Time, c'est que les avions de la Luftwaffe sont pilotés par des soldats sous pervitine. Les conducteurs de Panzer et les unités en première ligne sont aussi approvisionnés, car le commandement allemand est allé au-delà des consignes d'Otto Ranke. Ce ne sont pas de petits groupes tests qui prennent de la pervitine, mais des bataillons entiers.
La première fois que la pervitine a été utilisée, c'était contre la Pologne. Et ses effets ont été jugés très positifs sur les champs de bataille. La pervitine a été considérée comme un médicament de soutien par les militaires. Elle devait rendre les hommes plus opérationnels, plus combatifs. C'était clairement une arme pharmacologique. Dans les journaux de marche, les comptes rendus des médecins militaires sont euphoriques. À l'écrasante victoire se mêle la satisfaction de cette nouvelle substance inespérée et visiblement inoffensive. La pervitine est un outil militaire adapté à un certain type de combat. Combat de commando, mission nocturne, stress de longue durée, combat violent. Ça correspond à la façon dont les Allemands font la guerre. En coulisses, Otto Ranke observe les effets sur les troupes. Mais ce qu'il constate est inattendu. Les soldats semblent prendre goût à la pervitine. Les militaires font courir le bruit qu'un Panzerschokolade, littéralement le chocolat des chars, rend invincible. En effet, la pervitine circule aussi dans l'armée sous forme de petits carrés chocolatés. Très vite, comme l'alcool et le tabac, la pervitine devient un produit de décompression pour les soldats. Une drogue. Nous avons des traces de soldats demandant de la pervitine à leurs parents parce qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. C'est vrai, la pervitine était partout pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une drogue qui est extrêmement addictogène, c'est-à-dire capable d'engendrer une dépendance. Et parmi les expérimentateurs, on se rend compte que beaucoup d'entre eux vont devenir dépendants à partir du moment où ils ont les moyens et l'accessibilité de ce produit et qu'ils vont l'utiliser dans un contexte particulier. Son succès commence à inquiéter le chef de la santé du Reich, Leonardo Conti. Il impose une obligation d'avis médical et de prescription pour obtenir de la pervitine. Conti, qui est le plus grand responsable de la santé du Reich, met en garde ses collègues médecins en leur disant « Attention, la pervitine, c'est pas bon pour tout le monde ». Conti voulait éviter à tout prix qu'une dépendance touche la population. Mais les 2 ou 3 premières années, nombreux sont ceux qui sont effectivement devenus dépendants. Conti n'est pas pris au sérieux. Malgré l'obligation de prescription médicale, la consommation de pervitine part à la hausse. Les médecins délivrent facilement des ordonnances et les familles approvisionnent les soldats quand les stocks de l'armée sont à sec. Nous avons la trace de courriers de soldats allemands, de jeunes soldats qui demandent à leur famille de leur envoyer des tubes de pervitine dès la campagne de Pologne de septembre 1939. On connaît tous la fameuse lettre de Heinrich Böll où il demande à sa famille de lui faire parvenir de la pervitine. Cette pervitine, il y a 2 façons de l'avoir. Soit la famille de Böll se le fait prescrire par un médecin, mais si elle n'est pas malade, elle n'en aura pas. Soit elle l'achète au marché noir. C'est donc bien qu'il y a un marché noir. Ce que Leonardo Conti avait pressenti arrive plus vite que prévu. La pervitine s'accompagne d'effets secondaires. Et son surnom de Panzerschokolade devient synonyme de cauchemar. On a essayé de contrôler la distribution avec des règles, car les soldats remarquaient des signes particuliers assez vite. Ils voyaient bien les effets positifs, mais ils sentaient des effets de dépendance quand ils en prenaient trop. La pervitine révèle peu à peu son véritable visage. Elle coupe complètement la faim, elle coupe la soif, et le sujet perd à un moment ou à un autre, dans une intoxication très élevée, tous les réflexes de survie. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer, il faut boire, il faut manger, il faut évacuer et il faut dormir. La liste des effets secondaires de la pervitine recensés par les médecins s'allonge. Une déconcentration, une fatigue extrêmement importante et une incapacité de poursuivre une tâche. Ce qui est quand même assez dommage quand on le donne à un soldat. 1 an après sa commercialisation, la pervitine a infiltré tous les niveaux du Reich. Sa puissance est telle qu'elle a totalement vaincu les idéaux nazis.
Dans les idéaux du Troisième Reich, l'homme allemand pur et sain fascinait. Mais ses principes disparaissaient en situation de guerre. Toute proposition pharmacologique qui pouvait rendre les soldats plus forts et plus agressifs au combat était évidemment la bienvenue. Pour l'idéologie nazie, la pervitine était une drogue et représentait le mal contre toute la philosophie d'hygiène raciale. Ça ne cadre pas avec l'idéologie nazie, qui prévoit la supériorité du sang de la race allemande. Et bien évidemment, reconnaître qu'on doit utiliser des amphétamines pour vaincre l'ennemi, c'est quelque part faire un aveu de faiblesse. Une faiblesse qui aurait pu toucher le Führer lui-même dès cette époque. Hitler s'affichait comme un végétarien, comme une personne qui ne buvait pas et qui ne fumait pas. De nombreuses études montrent aujourd'hui que cela est faux. Secrètement, Hitler consomme-t-il de la pervitine dès cette période? Himmler, Goebbels et tous les autres cadres du Reich sont-ils eux aussi drogués à la méthamphétamine? Seul contre tous, Leonardo Conti décide de maintenir ses positions à tout prix. Il se lance dans une croisade contre la pervitine, alors que les hauts dignitaires du Reich ont balayé toutes les mises en garde et qu'il ne parvient plus à en maîtriser la distribution tentaculaire. Leonardo Conti, le chef de la santé du Reich, affirmait que la pervitine était un danger pour la société allemande et les soldats. Avec les contrôles instaurés, la consommation aurait dû diminuer, mais cela ne fut jamais le cas. Entre-temps, des médecins militaires transmettent de nouvelles études à la Wehrmacht. La pervitine est un poison qui doit sortir de l'armée. Elles ne seront pas suivies. Il y a eu des études sur les effets secondaires, mais les principaux résultats disaient que c'était un très bon médicament car on pouvait l'utiliser pour plein de choses. Il y avait donc une sorte de silence autour des dangers de la pervitine. Au contraire, le Reich ordonne à Temmler d'augmenter sa production pour l'armée, bien au-delà des capacités de l'usine. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Temmler a eu des difficultés de production de pervitine à Berlin. Le laboratoire produisait des millions et des millions de pilules, mais la Wehrmacht et la société civile en voulaient toujours plus et ils ne pouvaient pas satisfaire la demande. La Wehrmacht se tourne même vers un autre laboratoire pour aider Temmler à produire toujours plus. Il y avait un autre laboratoire pharmaceutique qui produisait des pilules analogues à la pervitine. Cela montre encore une fois à quel point la Wehrmacht voulait obtenir le plus de comprimés possible. Dans ce document, Temmler assure que la production de pervitine pourra être augmentée drastiquement. Si la Wehrmacht décide de ne pas tenir compte des effets secondaires, c'est qu'un ordre est venu de plus haut au sein du Reich. Ce ne sont plus des dizaines de milliers de pilules que doit livrer Temmler, mais des dizaines de millions. La Wehrmacht va acheter 35 millions de doses de pervitine au printemps 1940. Les 35 millions de doses doivent servir une bataille, celle de France. La Wehrmacht n'a qu'un objectif, franchir la Meuse en moins d'une semaine. La pervitine sera l'arme secrète. France, mai 1940. À l'aube, l'armée allemande déclenche l'offensive qui lui permettra d'atteindre la France. Les Pays-Bas et la Belgique sont envahis. Et le 13 mai, alors que les Ardennes sont réputées infranchissables, la Wehrmacht se présente à Sedan. Au petit matin, les Stuka allemands bombardent les positions françaises. Les chars et les canons avancent, presque totalement indemnes. Des groupes de 50 avions se relayant à tour de rôle pilonnent jusqu'aux berges de la Meuse. Elle sera franchie le 14. Le 15 mai, les défenses franco-britanniques sont définitivement enfoncées. 5 jours. Une percée fulgurante que la Wehrmacht doit à une excellente coordination entre les chars et les avions. Mais pas uniquement. La pervitine a coulé à flot. À tel point que certains journaux britanniques parlent déjà d'une pilule miracle utilisée par l'armée allemande.
Ce sont des millions de comprimés qui ont été utilisés pendant la guerre contre la France. 30 millions de comprimés de pervitine ont été distribués. On parle de 30 millions. Pourtant, ce n'était pas qu'une simple drogue de décompression comme l'alcool ou le tabac. La distribution de pervitine suivait une stratégie très précise. Il y a une utilisation organisée. Un quartier maître de la première division de Panzer montre qu'il a reçu l'ordre en une journée de distribuer 20 000 cachets de pervitine aux chauffeurs de ces unités pour faciliter la traversée du massif des Ardennes et la percée qui va mettre la France à genoux. Les conducteurs des troupes, les conducteurs de chars, les pilotes d'avions avaient tous la possibilité de prendre de la pervitine. Ils pouvaient alors parcourir de longues distances à travers la Pologne, à travers la Belgique, jusqu'à la France, sans être fatigués. Car même avec les meilleurs blindés et la meilleure stratégie, un seul facteur reste indomptable pour toute armée: le sommeil. Sur le terrain, les troupes parcourent des dizaines de kilomètres par jour. La nuit n'existe pas et les conditions de progression sont infernales. Avec la pervitine, les soldats ne dorment presque plus. Robert Soula, engagé dans l'armée française, est fait prisonnier par l'armée allemande. Il se souvient de la rapidité des convois. J'ai quand même été pris par des gens de la 7e Panzer qui étaient depuis 2 jours dans l'avance sans avoir eu de ravitaillement. Dans les premiers jours de leur offensive éclair, où tout réussissait, ils faisaient 100 000 prisonniers par jour, 200 000 prisonniers. Vraiment, c'était vraiment incroyable. À ce moment-là, ils ont été aidés. Robert Soula rejoint ensuite la Waffen-SS comme traducteur. C'est là qu'il entend parler de la pilule secrète ayant aidé à la percée de Sedan. On parlait de cette drogue qui donnait du peps aux soldats. Mais la pervitine ne fait pas que supprimer le sommeil. Elle est euphorisante. Et dans les blindés, alors que l'habitacle confiné, sans lumière, abat le moral des conducteurs, elle donne de l'entrain. Quand on regarde les journaux de marche, les journaux de guerre des unités allemandes, on s'aperçoit par exemple que certaines unités de la Luftwaffe ont utilisé de la pervitine. Le groupe de Panzer Kleist, celui qui est responsable du sectionnement de l'armée française en 2 morceaux et de son effondrement brutal, consomme aussi de la pervitine. Pilule miracle, produit dopant ou simple remontant, difficile de quantifier les effets de la pervitine sur la victoire allemande. Il ne faut pas y chercher dans la pervitine le secret de la victoire allemande. Néanmoins, c'est probablement un élément supplémentaire. Pourtant, si elle n'est jamais nommée dans les archives des journaux de marche, la pervitine laisse des preuves accablantes de son utilisation massive lors de la bataille de France. Jusqu'aux officiers les plus proches d'Hitler, comme Erwin Rommel. L'opération menée contre la France par Manstein et Rommel était quand même un plan génial. La vitesse et la surprise faisaient partie de la tactique, mais aussi cette substance qui contribuait au succès des opérations. Erwin Rommel est à la tête d'une division de Panzer. Avec ses troupes, il arrive jusqu'au secteur fortifié de Maubeuge le 16 mai 1940, en avance sur son planning. Il reçoit l'ordre de s'arrêter de sa hiérarchie et pour autant, il va continuer, il va poursuivre, puisqu'en fait, l'examen attentif de son agenda des journées du 16 au 17 mai 1940 montre qu'il n'a pas dormi 1 heure. Les Français sont en plein repositionnement. De nouveaux ordres demandent à Rommel de s'arrêter. Seul contre tous, de façon irrationnelle, il continue sa croisade. Il décide donc de désobéir à ses ordres en s'élançant à la tête de ses chars contre des fortifications légères. Pour mystifier les Français, il va avancer en tirant, sans préparation d'artillerie et en agitant des draps blancs dans la nuit, ce qui va provoquer l'étonnement des Français qui ne répliqueront pas. Rommel ira même jusqu'à débrancher sa radio, ce qui provoquera une grande panique au plus haut niveau du commandement. Hitler lui-même avouera qu'à cause de Rommel, il a passé une nuit blanche d'angoisse. Tout le monde le croit perdu, alors qu'en fait, il fonce. Dans ses rapports,
Erwin Rommel racontera de façon fantaisiste une percée sous la Lune, comme dans un rêve, avec le cliquetis des chars. Le sujet a la conviction qu'il entend un son et le son n'existe pas. Et il y a aussi dans les hallucinations des hallucinations visuelles. À ce moment-là, celui qu'on appellera le renard du désert était certainement drogué à la pervitine. Quand les troupes allemandes arrivent à Paris, chaque soldat a son stock de pervitine. Beaucoup ne peuvent plus s'en passer. Mais cette drogue précieuse sert aussi de monnaie d'échange. À Paris, dans les quartiers chauds, les militaires allemands payaient les dames en leur donnant de la pervitine pour qu'elles restent éveillées toute la nuit. La pilule de Temmler aide à combattre, puis à décompresser. On oublie ses effets secondaires. Mais personne ne sait que la pervitine est en réalité une bombe à retardement. Berlin, juin 1940. Après le succès des opérations en France, de nouvelles études sont réalisées sur la pervitine dans le plus grand secret. Dans ce document retrouvé dans les archives de Temmler, il est précisé que les expériences menées par la Wehrmacht doivent rester confidentielles. Il y a bien eu des études publiques sur les dangers de la pervitine pour la population civile allemande, mais les dangers pour les soldats étaient un secret militaire. Rien n'était publié et ne devait être connu du grand public. Cet été 1940, l'attaque aérienne allemande contre la Royal Air Force est une offensive sans précédent. Depuis les côtes françaises, les pilotes de la Luftwaffe bombardent les convois britanniques. Les opérations sont réalisées de nuit. La pervitine est indispensable. Avec 2 comprimés, le pilote peut rester réveillé plus de 30 heures sans dormir. Pendant l'été et l'automne 1940, la pervitine était régulièrement donnée aux pilotes combattant contre l'Angleterre. Et on a rapidement constaté des problèmes de mauvais usage de cette pervitine. Les pilotes sont largement alimentés en comprimés de pervitine et en alcool, mais les contrôles sont faibles. On entend parler du syndrome de l'aviateur car certains soldats ont le teint cireux. Ils sont déprimés ou très agressifs. Les médecins sont désemparés. Des témoignages font même état d'hallucinations dans les airs. Le pilote allemand Johannes Steinhoff a décrit les effets de la pervitine dans un livre. Il témoigne avoir clairement vu et entendu des choses alors qu'elles n'existaient pas. La Wehrmacht vient de créer de véritables zombies dépendants à la pervitine. Chez ceux qui en prennent régulièrement depuis plusieurs mois, la pervitine enflamme la peau du visage et abîme les dents. Les victimes sont abandonnées à leur sort sans comprendre. On a donné des médicaments aux soldats, sans leur dire ce qu'ils prenaient, sans leur parler de la composition ou des effets secondaires. La Wehrmacht ne se préoccupait pas des victimes tant qu'elle avançait vers ses objectifs. On voulait des soldats forts, peu importe si certains mouraient au passage. Les premiers morts de la pervitine sont cachés sous d'autres causes de décès, comme les infarctus. Il n'y avait presque pas de rapport sur le nombre de morts, mais beaucoup sur les effets secondaires. Par exemple, des épisodes psychotiques, des dépressions, des comportements agressifs, des attitudes irrationnelles et plein d'autres encore. Malgré les morts, malgré les effets secondaires, Temmler est classé parmi les entreprises les plus importantes du Reich. La production de pervitine tourne à plein régime. Même avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Temmler a été inscrite sur la liste secrète des entreprises importantes pour l'effort de guerre. Les approvisionnements de la Wehrmacht sont classés secret défense. Rien n'arrêtera l'épopée de la pervitine. L'offensive allemande continue jusqu'au printemps 1941. Mais le Royaume-Uni est un adversaire redoutable et les pertes allemandes sont importantes.
La bataille d'Angleterre met un terme aux victoires éclatantes d'Adolf Hitler. La pervitine entre aussi dans une nouvelle phase en juillet 1941. Leonardo Conti parvient à la faire inscrire sur la liste des produits interdits par la loi du Reich sur les opiacés. Il craint que le peuple allemand en consomme lui aussi massivement et devienne incontrôlable. Ce médicament devient un objet de trafic. Il est stocké illégalement, il est revendu au marché noir, il est donc devenu un facteur de déviance sociale et de trouble à l'ordre public. 3 ans après son invention, la pervitine n'est officiellement plus disponible en pharmacie, même sur ordonnance. Seuls les médecins des armées y ont accès. Mais le mal est déjà fait. Le médicament est partout. Et pour alimenter le marché noir, les soldats allemands l'achètent en France, où la pervitine est encore disponible sans prescription. Même les cadres du Reich en prennent régulièrement. Il y a des cas d'utilisation de la pervitine au sein des cadres du Reich, notamment pour multiplier leur capacité de décision, pour les motiver, pour aussi leur redonner du moral. Ce sont des gens qui sortent, qui s'amusent, qui ont des aventures sexuelles, et la pervitine fait partie des moyens d'agrémenter ces soirées un peu particulières qui sont pas rares à cette époque-là dans toutes les capitales en guerre. Adolf Hitler savait qui consommait de la pervitine dans son entourage et dans ses armées. Mais peut-on affirmer aujourd'hui qu'il n'en consommait pas ? Pour comprendre la relation entre Adolf Hitler et les drogues, il faut remonter quelques années plus tôt. En novembre 1935. Un soir, Adolf Hitler se tord de douleur et fait appeler 2 médecins en urgence à son chevet. Ces médecins découvriront qu'il se bourre de médicaments pour lutter contre des gaz intestinaux et que ses maux de ventre sont fréquents. Mais en 1936, une rencontre va bouleverser la santé du Führer. Une rencontre avec celui qui deviendra par la suite son médecin personnel jusqu'à sa mort, le docteur Theo Morell. Morell est un homme ventripotent, d'une saleté repoussante, mais dont les traitements font apparemment des miracles. Hitler est convaincu. Theo Morell fabrique lui-même ses produits. Il fait avaler à Adolf Hitler des dizaines de traitements par jour et peut lui administrer jusqu'à 20 injections mystérieuses. Le docteur Morell était l'un des médecins d'Hitler. Il administrait beaucoup de traitements spéciaux, il mixait de nombreuses vitamines avec d'autres substances qu'il proposait au Führer et à d'autres cadres nazis. Dans le journal personnel de Morell, la pervitine n'apparaît que de rares fois. Il est pourtant très probable que le Führer en ait consommé régulièrement. Car nous savons qu'il prenait des drogues, en grande quantité. C'est ce que prouve un rapport confidentiel déclassifié sur la santé d'Adolf Hitler. Pour retrouver la trace de ce dossier, nous sommes partis aux États-Unis, chez un collectionneur, Bill Panagopoulos. Bienvenue chez Alexander Historical Auction. Le dossier médical d'Adolf Hitler a été réalisé par la CIA, à partir d'interrogatoires et de documents de ses plus proches médecins. Hitler donnait l'impression d'être âgé de 56 ans en 1944. Sa forme nutritionnelle était bonne. Son poids se situait entre 72 et 74 kg. Sa taille, entre 1m75 et 1m77. Le rapport contient des éléments exceptionnels, comme des radiographies de son crâne et de sa mâchoire, jusqu'à ses électrocardiogrammes. Dans les dernières années, sa libido a été apparemment exacerbée par l'évolution de ses fonctions et ses responsabilités. Morell pense qu'Hitler n'était pas très porté sur les activités sexuelles, mais qu'il avait toutefois des rapports avec Eva Braun, même s'ils dormaient dans des lits séparés. C'est fascinant, un rapport fascinant. Peu de personnes connaissent son existence. Mais les révélations de ce rapport concernent surtout une facette inconnue d'Adolf Hitler. Une facette pourtant incompatible avec l'idéologie nazie. Son addiction à certaines drogues.
Le plus intéressant dans le rapport médical d'Hitler, c'est l'incroyable variété de médicaments que cet escroc de Morel prescrivait pour sa santé. Ces médicaments comprenaient des amphétamines, des barbituriques, des extraits de cocaïne et même des extraits de testicules de taureau. Je pense qu'ils sont censés avoir été prescrits pour stimuler les faibles taux de testostérone d'Hitler. Morel manie les drogues avec dextérité. La pervitine est certainement l'une d'entre elles, et Hitler, l'un de ses consommateurs. Theo Morel, le docteur d'Hitler, participait à la recherche sur la pervitine. C'était une préparation pharmaceutique qu'il voulait perfectionner pour en faire autre chose. Et Adolf Hitler était au courant, bien sûr. Car le docteur Morel est convaincu que la pervitine peut évoluer vers une nouvelle drogue miraculeuse. Morel a raison. Dans les laboratoires du Reich, une autre substance totalement inédite s'apprête à voir le jour. Front de l'Est, juin 1941. La pervitine est utilisée dans la guerre germano-soviétique dès l'opération Barbarossa. C'est l'une des plus grandes invasions de l'histoire militaire. 4 millions de soldats de l'Axe, 600 000 véhicules et autant de chevaux. Les troupes de la Wehrmacht avancent à toute vitesse. Moi, j'ai les vitesses de progression du 56e Panzerkorps, par exemple, dans sa percée vers Dunaburg, où les gars font 240 km en 48 heures. Ils n'ont pas cessé de rouler, donc ils n'ont pas dormi pendant 48 heures. Comment est-ce possible? Les types ont pris de la pervitine. Hitler atteint Leningrad en septembre. En octobre, l'opération Typhoon lance la conquête de Moscou. Mais Hitler a sous-estimé les soviétiques. Il se heurte à des résistances imprévues qui retardent la progression des troupes. Les hommes sont épuisés, le matériel est épuisé, les effectifs sont réduits et il faut emporter la décision face à des armées soviétiques qui ont été intégralement reconstituées. La Wehrmacht a perdu un tiers de ses effectifs. Les hommes n'ont plus le moral et les ravitaillements peinent à arriver. La boue qui bloque les routes depuis des semaines laisse place à un ennemi encore plus violent que l'armée soviétique, le froid. Un froid russe, insoutenable, 40 degrés en dessous de zéro et une neige collante qui bloque tout. La pervitine est alors le seul allié pour l'armée allemande. Chaque corps d'armée peut consommer 30 millions de pilules en quelques mois. Dans ses mémoires, un officier médical raconte. Lorsqu'ils ont commencé à s'étendre dans la neige pour y mourir, j'ai décidé de leur distribuer de la pervitine. Au bout d'une demi-heure, les hommes se sont mis à dire spontanément qu'ils se sentaient mieux. Ils ont recommencé à marcher dans l'ordre, dans un meilleur état d'esprit, plus attentifs. Mais rapidement, les effets pervers de la pervitine conjugués au froid donnent des scènes d'épouvante. Les soldats allemands qui ont utilisé la pervitine pour tenir, pour repousser leurs limites, s'effondrent physiquement. À un moment donné, les effets ne sont plus suffisants et gèlent sur place sans même se réveiller dans leur sommeil. Ils n'avaient plus la capacité de ressentir la situation de danger, en particulier du froid. Le 2 février 1943, l'Allemagne capitule à Stalingrad. Sous la neige et le froid, les 330 000 soldats sont encerclés et doivent rendre les armes. L'été suivant, la Wehrmacht se lance à l'assaut de Koursk dans la plus grande bataille de blindés de l'histoire. En pure perte. La pervitine n'aura servi à rien. Il est désormais impossible de nier une évidence. Les atouts de la pervitine sont écrasés par des effets secondaires de plus en plus lourds à gérer. C'est pour cette raison que les Américains n'utiliseront pas la pervitine après l'avoir étudiée en secret dès 1941. Base aérienne de Wright-Patterson, Ohio. Août 1941. Le directeur de la section de recherche expérimentale adresse un courrier confidentiel au laboratoire américain Smith, Kline & French.
il demande la fabrication secrète de doses d'une copie de la pervitine. Les Américains veulent comparer les effets miraculeux du médicament allemand à leur propre substance déjà utilisée par l'armée, la caféine et la benzédrine. Des tests auront lieu pendant 1 an, car les performances de la Luftwaffe intriguent. Les résultats classés secret défense montrent bien la supériorité de la pervitine face à toutes les autres molécules. Mais les effets secondaires sont trop importants et l'US Air Force ne changera pas ses plans. La pervitine ne sera jamais fabriquée ni utilisée par l'armée américaine. Atlantique Nord, janvier 1943. La bataille de l'Atlantique est une priorité absolue pour Adolf Hitler. Mais la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, a subi de lourdes pertes. Les sous-mariniers sont épuisés. Et le Führer constate que ces U-boats, les sous-marins allemands, ne font pas le poids. Le 20 avril 1944, le jour de l'anniversaire d'Hitler, un nouveau commando est créé sous les ordres de l'amiral Hay, le Kampfverband, constitué de petites unités de combat. En un temps record, ces sous-marins de poche sont fabriqués et des centaines de volontaires recrutés dans les jeunesses hitlériennes. L'habitacle confiné des sous-marins ne s'ouvre que de l'extérieur. Le conducteur est comme emprisonné. Pourtant, il doit s'approcher au plus près de l'ennemi. Chaque véhicule est une torpille vivante. Chaque mission peut rapidement devenir une mission suicide. L'usage de la pervitine est alors systématique. Chaque pilote était assis seul dans des conditions épouvantables. Il fallait rester en forme et éveillé, sous l'eau, pour s'approcher de l'ennemi le plus près possible, afin d'envoyer la torpille sur le bateau. Dans ces conditions, la pervitine était parfaitement adaptée. Au même moment, le projet titanesque Seehund est lancé. Il s'agit de construire de nouveaux sous-marins conduits à 2 soldats, capables de partir en mission 4 jours et 4 nuits. La réserve d'oxygène est de 45 minutes, dans un habitacle étroit, obligeant le sous-marin à remonter souvent en surface. Même la pervitine devient inefficace pour booster les soldats et trop toxique pour 4 nuits de travail continu. Les pilotes de Seehund devaient rester éveillés 4 jours et 4 nuits. Pour cela, on avait besoin d'une nouvelle substance, car la pervitine n'était pas assez efficace. Elle ne permettait de tenir que 2 jours. C'est à ce moment qu'un projet fou germe dans les esprits du Reich. Une pilule d'invincibilité encore plus puissante que la pervitine. Cette nouvelle drogue surpuissante voit le jour lors d'une réunion entre l'amiral Hay et le professeur Orczeszowski, le médecin supérieur de la marine. Quand on a compris et admis que la pervitine était responsable de l'état pitoyable des soldats, on a eu l'idée de mettre au point d'autres substances pour vaincre, mais des drogues d'une meilleure qualité. C'est la raison pour laquelle on a développé une série de projets, du projet D1 au projet D10. Classé secret défense, le projet DOSIS est une série de préparations à base de pervitine. Il y en a 10, toutes testées sur des soldats. Et c'est la 9e qui semble la plus efficace. Le médicament D9 est composé de 4 substances dont la cocaïne et la pervitine. Cette substance D9, produite par la pharmacie de la Kriegsmarine, a été testée sur les soldats du Kampfverband. Il y a eu 1000 pilules produites, distribuées uniquement à ces soldats. Le D9 permet de tenir 4 jours et 4 nuits dans les Seehund. Mais c'est un prototype et il faut affiner le dosage.
Nous sommes vraiment juste avant la capitulation allemande. Et c'est une phase pendant laquelle les Allemands sont prêts à tout. Ils ont encore l'espoir de gagner la guerre. Au sommet du Troisième Reich, un ordre est donné. Et ce ne sont plus les soldats qui serviront de cobayes, mais les prisonniers d'un camp de concentration. Camp de Sachsenhausen, novembre 1944. À 30 km de Berlin, la ville d'Oranienburg abrite un camp où seront internées 200 000 personnes. Près de 85 000 y trouveront la mort. C'est ici que le D9 sera testé et affiné. Car le camp de Sachsenhausen dispose de détenus très particuliers. Des marcheurs qui testent déjà à longueur de journée la solidité de paires de chaussures. À Sachsenhausen, il y avait un parcours test sur lequel on mettait à l'épreuve des chaussures pour l'industrie allemande. Le groupe de détenus qui avait été choisi pour pratiquer ces tests était un commando spécial punitif. On l'appelait le commando de marcheurs. Dans la cour de promenade, le parcours destiné aux commandos de marcheurs était aménagé avec différentes qualités de sol. Des cailloux plus ou moins gros. Les détenus devaient marcher sur ce parcours circulaire. Un tour faisait 800 mètres. Toute la journée, ils marchaient, ce qui faisait au total 40 km par jour. En plus de cette marche, ils devaient porter un sac à dos rempli de pierres, qui pesait 20 kg. Le médecin Richert mène les tests. Il distribue des comprimés ou des chewing-gums remplis de D9 à ses prisonniers affamés, qui présentent néanmoins les mêmes conditions physiques que les soldats. Les détenus doivent marcher encore sans s'arrêter, plusieurs jours, avec des pauses de quelques minutes. Richert note tout cela dans un dossier retrouvé à la libération du camp. Il ne s'est pas intéressé aux personnes, mais à leur taille, leur poids et leur âge, car c'était important pour la dose. Ensuite, il a indiqué en face de chaque cobaye le type de dose reçue. Un graphique indique les résultats, qui marche et combien de temps. Les détenus sous D9 marchent plus de 80 heures d'affilée. Un seul s'effondrera. Mais il a avalé par erreur son chewing-gum rempli de D9. Cette drogue présente des résultats si spectaculaires que le docteur Morel en fabriquera même dans son propre laboratoire. Mais cette pilule miracle arrive trop tard pour l'Allemagne nazie. Berlin, avril 1945. Les Alliés et les Soviétiques se dirigent vers la ville pour un dernier assaut qui lui sera fatal. Lieselotte Lattmann a alors 20 ans. Elle est allemande et travaille sur le front à une centaine de kilomètres de Berlin avec un médecin, le docteur Hüttner. Nous sommes arrivés au village de Burg. Il y avait un hôpital militaire. On a opéré, dormi quelques heures. Ensuite, le docteur Hüttner a entendu les blindés russes et il a dit « Attention, il faut que nous partions ». Derrière le bâtiment, il y avait le mur du jardin. Mais moi, je n'avais jamais escaladé de ma vie. Alors on a pris de la pervitine. Et tout à coup, j'ai su comment grimper le mur. Lieselotte marche alors pendant 6 jours pour échapper aux Soviétiques. C'est l'un des rares témoignages où la pervitine a permis de sauver des vies. Chacun de nous avait sur lui un petit tube de pervitine. Et sans cette pervitine, on n'aurait pas pu vivre ces 6 jours, ni marcher, ni couru pour rester en vie. Fin avril. Alors que la Wehrmacht est totalement prise de court, Hitler, une semaine avant son suicide, ordonne à tous les soldats de partir vers Berlin pour défendre la ville.
sur le bureau du général, j'ai vu moi-même le télégramme signé Adolf Hitler qui demandait, en utilisant tous les moyens de transport possibles, d'amener la division pour combattre sur Berlin. Tout le monde sait que l'opération est perdue d'avance. Les soldats sont épuisés, vaincus. Et pourtant, nombreux sont ceux qui partiront exaltés. Oh, ceux qui sont partis gonflés à bloc. Hein. Ils étaient en pleine euphorie. Hein. Ils voulaient y aller, ils ont demandé. Hein. Si Pervitin y avait eu, ça aurait pu être à ce moment-là. Berlin tombe le 2 mai 1945, suivi par l'Allemagne tout entière. Mais la défaite allemande ne marque pas la fin de la pervitine. Elle quitte le statut de drogue imposé par Leonardo Conti et revient en pharmacie comme un médicament autorisé. La pervitine sera commercialisée encore pendant 25 ans, avant d'être classée définitivement parmi les stupéfiants. Le passé militaire de la pervitine est longtemps resté caché. Désormais, c'est une autre page qui se tourne pour les chercheurs, car son histoire renferme encore de nombreuses zones d'ombre. On n'est qu'au début de l'enquête historiographique. Ça reste un grand mystère, cette pervitine, parce qu'il n'y a pas de chiffres très fiables. En recoupant les documents de production de Temmler, classés top secret, nous savons que le laboratoire aurait pu produire près de 740 millions de doses pendant la Seconde Guerre mondiale. La pervitine a été très clairement une arme de guerre. Elle fait partie de l'arsenal nazi qui permet à ses soldats de vaincre. Le pouvoir de la pervitine a pu dépasser le cadre militaire et servir aussi, tel un opium du peuple, les idéaux de la dictature nazie. La pervitine a été utilisée consciemment comme un instrument de domination politique et militaire par le régime nazi. Est-ce qu'elle est une arme du système totalitaire hitlérien? La question, c'est celle-là la vraie question. Aujourd'hui, la pervitine est encore fabriquée clandestinement en République tchèque. Depuis 1939, son prix au gramme a été multiplié par 250. La pilule nazie inonde aussi sous le nom de cristal les milieux d'affaires américains et son usage se développe en Europe. Près de 80 ans d'existence, sans que jamais ces consommateurs actuels n'aient établi un lien avec les fantômes du passé.